Bonjour, Monsieur Yambou. Bonjour, Monsieur Koumané. Vous êtes avocat. Vous avez donné des cours à l'université à Kinshasa. Vous avez été ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, vous m'avez bien présenté. Je dois ajouter que j'ai également dispensé des cours à l'université de Lubumbashi en qualité d'assistant chargé d'enseignement. Voilà. Et maintenant, vous venez de publier aux éditions Mélibé un essai intitulé « OTAN-Russie, hégémonie ou suicide, Trump-Poutine, la paix ou l'Holocauste ». Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Bien, Monsieur Koumané. Dans ce livre, nous avons été préoccupés par l'état de relation entre la Russie de son Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, et l'Amérique de son Excellence, Monsieur le Président Obama, caractérisée par une détérioration inégalée dans l'histoire de ces deux nations. Et l'on a espéré qu'avec les élections qui devaient porter M. Donald Trump à la tête des États-Unis, il y aurait une possibilité de désescalade. Mais on constate que sans être l'intermède ou la fin de cette montée de l'escalade, il y a encore des sujets d'inquiétude. Va-t-on atteindre un seuil fatidique? Va-t-on assister à une fin de tension? Ce que nous abordons dans notre essai. Va-t-on maintenir cette crise dans des proportions contrôlables avec le nouveau président? Ou va-t-on continuer d'assister aux actions, réactions qui montent en crescendo? Il y a sujet de s'inquiéter. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous tirez la sonnette d'alarme, et pourtant, je dirais que depuis que la bombe atomique existe, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte, il y a toujours eu une sorte d'équilibre, justement parce qu'il y avait la terreur, la peur de la bombe. Est-ce qu'il y a eu une évolution récemment qui fait que vous tirez la sonnette d'alarme? Bien sûr, nous partons du constat d'une proximité inédite des puissances nucléaires en Syrie et en Ukraine. Depuis l'annexion ou l'indépendance de la Crimée, selon le camp dont on juge la situation est très tendue. Les tensions tendent vers un seuil que personne ne sait déterminer. Et chaque fois, quelque chose peut arriver. À l'autre époque, bien sûr, comme vous le dites, l'équilibre de la terreur maintenait les puissances nucléaires dans une position de self-control pour ne pas aller au-delà de ce qui est acceptable par l'autre. Mais ici, en Syrie et en Ukraine, les facteurs belligènes sont nombreux. Une guerre accidentelle peut arriver. Et nous ne le disons pas par spéculation ou par nous-mêmes. C'est sur base d'études approfondies des spécialistes du nucléaire. D'autant plus que la situation, de temps en temps, échappe aux acteurs principaux. Dans le livre, vous semblez mettre en doute l'existence de ce qu'on appelle un peu les contre-mesures, notamment le bouclier antimissile qu'on a vu, je dirais, sous forme des fameux patriotes qu'on avait installés en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de se protéger finalement de la bombe de l'adversaire? Oui, l'on parle des boucliers antimissiles, des boucliers
atomique, mais nous devons faire la part de choses entre la protection contre le missile porteur d'ogive ou non et l'explosion nucléaire. Les experts considèrent que contre la bombe thermonucléaire, les contre-mesures n'existent pas. L'exemple de missile Patriot qui est cité montre l'interception, ou concerne l'interception des missiles adverses par d'autres missiles. C'est ça. Mais pour que l'on parle vraiment, véritablement d'un bouclier, il faudra que rien ne passe. Que rien ne passe. Or, dans l'histoire, on voit que cela est presque impossible. Et souvent, on prend l'exemple de la résistance des Britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont détruit pratiquement tous les missiles, tous les V1 tirés par les Allemands. Mais malgré tout, les experts démontrent qu'en 80 jours, ou plus de 80 jours, 2300 missiles ont atteint Londres. Et le jour, c'est le 28 août 1944, où les pilotes londoniens et les Britanniques ont montré un héroïsme exemplaire. Ils ont abattu 87 missiles. Alors, nous parlons des missiles, 87 engins, mais 4 ont atteint Londres. C'était les fameux V2 et ainsi de suite. On atteint les V2. Mais tous les experts s'accordent pour dire que si les 4 engins qui avaient atteint Londres étaient chargés d'ogives thermonucléaires de la puissance actuelle, Londres serait rayé de la carte. J'en viendrai à la suite, c'est-à-dire que dans votre livre, donc, vous expliquez bien, en gros, que devant cette arme nucléaire, il n'est pas possible d'établir, je dirais, une protection efficace. Donc, finalement, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Quelle est votre vision? Quel serait l'espoir pour arriver un peu à résoudre la situation et empêcher que cette tension un jour ne dégénère dans un conflit catastrophique? Voilà. On vient de le voir avec les affaires, c'est d'ailleurs ce qui met à mon avis bien en évidence, je dirais, l'actualité de votre livre. On voit bien que avec ce qui vient de se passer en Angleterre au niveau des affaires d'espionnage et ainsi de suite, on voit que la tension a rarement été aussi forte entre l'Est et l'Ouest, même si le mur est tombé. Même si le mur est tombé, il n'en reste pas moins qu'avec quelqu'un comme Poutine, qui est quand même quelqu'un qui a une politique un peu excessive, je pense, et de l'autre côté, notre ami Trump, qui est, on peut le dire, quelqu'un d'imprévisible, tout ça est un peu inquiétant. Quelle est la piste que l'on pourrait, que vous envisagez pour améliorer cette tension? Nous proposons plusieurs pistes, et parmi lesquelles les pistes classiques qui sont en train d'être délaissées par les acteurs. Nous partons de l'observation des instruments que les anciens nous ont légués, les personnalités acteurs de la Seconde Guerre mondiale comme Franklin Roosevelt, Joseph Staline et Winston Churchill, qui ne s'aimaient pas, bien au contraire, mais qui sont parvenus à se rendre compte qu'il était indispensable de dépasser les passions et de trouver des moyens de concilier des intérêts légitimes, peut-être, mais divergents, de les concilier par des moyens juridiques et des moyens diplomatiques. C'est ainsi qu'à leur époque, ils ont conçu cette charte des Nations Unies. Et cette charte des Nations Unies qui émet des principes clairs de non-ingérence dans les affaires intérieures, de non-recours à la force pour régler les conflits internationaux qui ne manqueront jamais tant que les humains existent.
et le non-recours à la menace. Que faire? Je crois qu'il est temps de reconsidérer les politiques extérieures actuelles des acteurs en présence. Nous espérons qu'on va y revenir pour soit préserver l'héritage de Yalta, soit transformer le système sans douleur. Et pour y arriver, je ne crois pas que l'usage de la force, l'usage des actions et des représailles, comme nous l'avons dit, puisse régler cette question. La diplomatie peut servir, mais une véritable diplomatie. Et moi, j'appelle dans mon ouvrage, je parle de la diplomatie des survies, de la véritable diplomatie qui permet de réduire les tensions, d'écouter l'autre, ne fût-ce que ça. Or, dans cette crise, les partis ne sont même pas au point de s'écouter. C'est pourquoi nous avons cité Churchill et Staline. Au moins, ils s'écoutaient et ils ont conclu un mariage de raison. Était nécessaire. Qui était nécessaire. Je pense qu'on va laisser les lecteurs voir tous ces arguments et toutes ces idées dans votre livre, et finalement en vente, je pense, chez à la Amazon, FNAC, à la FNAC. Amazon, un endroit assez classique. Et je vous demanderai, pour finir, la question assez habituelle, quels sont maintenant vos projets après ce livre? Vous avez d'autres idées que vous aimeriez développer? Oui, même après la publication de cet ouvrage, vous m'avez posé la question sur l'affaire Crispal. Les faits sont intervenus après la rédaction, après notre dernière ligne, et peut-être les développements accélérés de faits internationaux nous amèneraient à une nouvelle édition, mais nous comptons bien publier encore sur la démocratie occidentale, sur les droits humains et sur l'évolution de l'État-nation que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Yambou, je vous remercie pour cet entretien et je n'ai qu'un conseil aux lecteurs que ça intéresserait, c'est de se procurer ce livre que j'ai eu le plaisir de lire et qui est visiblement très bien documenté. On voit que vous connaissez, de par votre métier, très bien le sujet. Et je vous dis à bientôt.